Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par le Carnot Art. Il s'agit d'une série de webinaires dont le numéro 2 qui a lieu à ce jour est dédié aux composites thermoplastiques avec une série de 3 interventions. Une introduction qui sera donnée par moi-même. Je m'appelle Yves Groens, je suis professeur à l'Université de Bretagne Sud et au laboratoire IRDL. Et mon intervention sera suivie par 2 interventions de mes collègues qui se présenteront à leur tour. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Alors, le sujet que nous allons traiter correspond à une volonté de faire de la sensibilisation aux matériaux composites thermoplastiques. Nous allons commencer par cette présentation qui concerne un certain nombre d'avantages connus, reconnus, des matériaux composites thermoplastiques et leur capacité d'appropriation dans le domaine industriel. Voici une première présentation synthétique sur les avantages et le pourquoi utiliser aujourd'hui les composites thermoplastiques. La source est de la société Daher, donc dans le domaine de l'aéronautique, qui travaille depuis plus d'une dizaine d'années à la substitution de matériaux métalliques ou thermodurcissables par ces composites thermoplastiques. Alors les avantages que l'on peut voir et qui sont présentés ici sont tout d'abord, dans l'entrée actuelle, une opportunité environnementale importante, surtout sur la notion de recyclabilité relativement facile de ces matériaux, l'absence de date de péremption, de date limite de consommation de ces matériaux et la possibilité, bien sûr, de les réparer et le stockage qui, effectivement, est important, qui ne nécessite pas des températures très basses. Donc, des aspects environnementaux indéniables dans l'utilisation de ces matériaux composites thermoplastiques. La grande diversité de ces matériaux aujourd'hui qui peut se montrer ici sur la capacité à produire aujourd'hui au stade industriel des semi-produits utilisables industriellement faits de matériaux plastiques, thermoplastiques haute performance, qui sont connus depuis très longtemps et qualifiés aujourd'hui dans le domaine de l'aéronautique, mais qui sont, et on ne le nions pas, relativement coûteux, mais développés aussi pour d'autres domaines industriels, notamment l'automobile, des plastiques techniques, voilà, typiquement des polyamides renforcés avec des fibres bien connues, verre, carbone ou autres, mais aussi une capacité aujourd'hui à proposer des semi-produits transformables relativement peu chers à partir de bases thermoplastiques standards, type polypropylène, polyéthylène, là aussi renforcées avec des fibres de verre ou de carbone. Donc, cette possibilité aujourd'hui d'avoir une diversité dans les propriétés, les performances et encore une fois la soudabilité de ces matériaux. Ces matériaux, bien sûr, thermoplastiques sont aujourd'hui processables par des procédés automatisés avec des temps de production relativement faibles, une hybridation potentielle de ces procédés, ce qui leur donne une grande souplesse pour essayer d'atteindre des coûts relativement bas de production. Donc ça fait partie effectivement des avantages de ces thermoplastiques. La tendance, effectivement, relativement lourde et de l'évolution de la proportion de composites produits à l'échelle internationale des thermodurcissables vers toujours plus de thermoplastiques. On voit que les chiffres clés, les études prospectives sont à peu près tous cohérentes et vont dans ce sens. Donc, des tendances lourdes dans certaines filières industrielles, capacité à faire de la grande pièce, comme ça vous est schématisé ici, avec la capacité de venir souder un certain nombre de renforts, d'inserts, de rigidificateurs, voilà, locaux. Donc, ça fait partie effectivement des qualités importantes de ces composites. On voit que les cadences et les propriétés des thermoplastiques en comparatif avec des composés plus classiques que sont les thermodurcissables, on est à des niveaux de performance tout à fait similaires, mais avec des cadences potentiellement de productivité que l'on peut atteindre un petit peu supérieures, simplement encore une fois par la capacité à automatiser, à robotiser et à hybrider les procédés. C'est ce qu'on fait, par exemple ici le CETIM, sur cette ligne dite QSP qui correspond à de l'hybridation d'un certain nombre de process sur lequel l'idée est effectivement de gagner du temps de production.
Le recyclage, lui aussi, du thermoplastique composite est important. Et voilà, par exemple, le CETIM a aussi beaucoup travaillé sur la capacité à automatiser ces processus de recyclage pour les rendre industriels. Et ça fait partie du processus d'acceptabilité aujourd'hui de ces composites. Certaines études nous montrent aujourd'hui que les besoins en compétences des entreprises dans le domaine du composite évoluent, et c'est une bonne chose, et c'est une belle chose d'essayer de raisonner à long terme sur les besoins. Et on voit que les compétences qui sont nécessaires à la transition vers le thermoplastique, en fait, concernent une bonne part de vos préoccupations, des préoccupations industrielles sur les besoins de nouveaux procédés de transformation, les technologies robotisées, les réglementations, bien sûr, liées au composite, on en a parlé, et puis, bien sûr, l'utilisation plus massive du thermoplastique. Donc, il y a des besoins et une prospective intéressante à avoir sur l'évolution des compétences pour accompagner cette transition vers le thermoplastique. Voilà ce qui en était pour l'introduction, et je passe la parole à mon collègue Guillaume Micler-Garnier. Bonjour à tous, merci pour cette introduction Yves. Je suis Guillaume Micler-Garnier, je suis maître de conférence au laboratoire PIM à l'École des Arts et Métiers à Paris. Et je vais donc vous parler brièvement de composites thermoplastiques en insistant sur l'aspect haute performance. Et je vais un peu me centrer sur le passage de la mise en œuvre, de la fabrication aux propriétés. Alors, comme l'a rappelé Yves, un des avantages potentiels par rapport aux composites thermodurs, c'est le fait qu'on s'affranchit d'une réaction chimique, donc de réticulation, qui se passe en même temps que la mise en œuvre, ce qui permet d'avoir donc une plus grande stabilité au stockage, des cadences de production potentiellement supérieures et dans un registre plus éco-responsable de pouvoir travailler sur le recyclage et d'avoir des opérations possibles de soudage pour assembler les pièces ou de réparation plus facile. Bien sûr, se posent aussi des problématiques, donc la question du coût aujourd'hui pour la production en masse de ces matériaux et le fait que, comme on s'intéresse à des thermoplastiques, on va avoir des fonctionnements à haute température. On va avoir le passage par un état fondu à haute température qui va amener des hautes viscosités. Et ces hautes viscosités vont potentiellement créer des problèmes au niveau de l'imprégnation des fibres, de la mise en œuvre de façon générale. Alors aujourd'hui, en termes de choix des matériaux, si on regarde des applications, on va dire, standards, dans l'automobile, par exemple, on va surtout travailler avec du polyamide, comme l'a rappelé Yves. Donc, plusieurs types de polyamide possibles, le PA6, le PA66 ou encore le PA11. Et en général, ces matériaux-là ces polymères-là vont être renforcés avec des fibres de verre, souvent courtes, donc à peu près 35% en masse, 30-35%. Et ces matériaux-là vont avoir une bonne tenue thermomécanique suffisante pour être, par exemple, utilisés sous capot moteur, vont permettre de générer des pièces de forme complexe sur lesquelles je reviendrai un peu dans la suite. Ensuite, il y a deux approches possibles. Soit on va vers une approche de réduction des coûts et donc on va essayer de substituer le polyamide par le polypropylène, avec des problématiques donc, de tenue thermomécanique qui sont un peu moindres, mais une plus grande stabilité vis-à-vis de certains éléments extérieurs, comme l'hydrolyse par exemple. Si on veut au contraire aller vers les plus hautes propriétés, on va utiliser des polyamides aromatiques, par exemple le polyphthalamide. Le fait de rajouter des cycles aromatiques dans la chaîne va amener des meilleures propriétés thermomécaniques. Cette stratégie-là de rajouter des noyaux aromatiques dans la chaîne, c'est également ce qu'on va faire quand on veut faire des composites à haute performance. Et quand on va vouloir choisir la matrice, on va s'orienter assez naturellement vers la famille des PAEK, polyaryl et tercétone, avec les deux grands sous-polymères de cette famille qui sont le polyéther-éther-cétone et le polyéther-cétone-cétone, donc le PEC et le PIC, l'un étant produit majoritairement par Arkema et l'autre par Victrex. Ces deux polymères-là, qui sont assez voisins, comme vous pouvez le voir, ont une très haute
TG et une très haute TF, donc température de transition nitreuse et température de fusion, qui leur permet d'avoir une très grande stabilité thermomécanique. Et en général, donc la stratégie est un peu différente de ce qu'on fait dans l'automobile. On va plutôt utiliser des fibres de carbone, donc avec des meilleures propriétés que les fibres de verre, et on va utiliser des fibres de carbone longues ou continues qu'on va mettre jusqu'à 60% en masse, contre 30% pour les fibres de verre. Le fait est que du coup, la résine, le polymère, sert plutôt de liant pour ces fibres, là où il était le constituant majoritaire dans le cadre des polyamides. Alors, pour le PA renforcé à 30% en masse dans fibre de verre, en général, on peut utiliser des outils de mise en œuvre standard des thermoplastiques, typiquement l'injection, comme est présenté ici, en utilisant des mélange-mètres, c'est-à-dire des granulés dans lesquels le renfort, la fibre de verre, est déjà prédispersé dans la matrice. Comme on est à des très forts taux de fibres dans le cadre des composites à haute performance, cette stratégie-là n'est pas possible pour les PAEK renforcés par fibre de carbone. Et dans ce cas-là, on va utiliser plutôt une stratégie basée sur l'utilisation de pré-imprégnés ou nappes. Donc, ce sont des éléments d'épaisseur submillimétrique que l'on va venir superposer, soit manuellement, soit automatiquement, en jouant sur la direction des fibres. Puis ensuite, on va devoir réaliser une opération de consolidation, c'est-à-dire souder entre ces différentes nappes pour avoir notre matériau d'épaisseur finale avec un taux de vide, un taux de porosité suffisamment faible pour avoir les bonnes propriétés mécaniques. Donc, il faut passer par un cycle de consolidation. Et aujourd'hui, à la fois ce procédé automatisé et ce cycle de consolidation sont des sujets d'étude. Les compétences de l'Institut Carnot-Art, donc sur ces matériaux composites, se placent à toutes les échelles. Donc à la fois au niveau du procédé, par des expérimentations à l'échelle pilote ou laboratoire, on peut développer des procédés innovants. Par des outils de simulation, on va pouvoir simuler les écoulements ou la consolidation. Les compétences sont à la fois aussi au niveau de la caractérisation de la structure, par exemple la structure cristalline dans ces matériaux, que ce soit par des outils de microscopie ou de diffusion aux petits angles ou aux grands angles. Et ensuite, des outils de caractérisation des propriétés, notamment des propriétés mécaniques, que ce soit en statique ou en fatigue, des outils de corrélation d'images ou d'étude des propriétés mécaniques. On s'intéresse également à la durabilité, donc l'évolution de ces propriétés mécaniques au cours du temps dans les conditions d'usage, par exemple en fonction de la température, de l'humidité, etc. Et l'élaboration de modèles cinétiques qui permettent de faire de la prédiction de cette durée de vie. Et puis, on commence à s'intéresser aux aspects de recyclage et comment on peut réutiliser donc ces matériaux, refaire des pièces en adaptant les procédés, etc., etc. Très brièvement, donc je vais parler de deux projets en cours au laboratoire PIM. Donc le premier, c'est le projet ECOPAS. Donc c'est un grand projet financé par le plan investissement d'avenir et la BPI, qui inclut une quinzaine d'industriels et de laboratoires qui cherchent justement à travailler sur une optimisation du placement automatisé des nappes dont j'ai parlé, et surtout sur l'élaboration d'une consolidation hors autoclave qui permettrait de faire des pièces de très grande dimension, plus grandes que les composites thermodurs, où on est pénalisé par le fait qu'on doit utiliser ces autoclaves pour contrôler en pression, notamment le cycle de consolidation de ces composites. Donc, on va mettre en place des outils pour la caractérisation de la consolidation des composites via ces procédés hors autoclave, à la fois au niveau de la microstructure. On va chercher à déterminer en fonction du procédé, des conditions de procédé, le taux de fibre, leur dispersion, leur distribution, leur orientation, et également le taux de cavité. On va également caractériser par des expériences ad hoc les propriétés rhéologiques et mécaniques pour faire le lien avec la microstructure et donc avec les paramètres procédés.
c'est celui de la soudure de composite. Ici, je reviens au composite utilisé dans l'automobile, donc plutôt polyamide. Je prends l'exemple d'une pièce qui est le répartiteur d'air, qui était fait initialement en aluminium, mais que depuis quelques dizaines d'années, on fabrique par injection de polyamide renforcé par des fibres de verre. Comme la géométrie est, vous le voyez, très complexe, on ne fait pas cette pièce en une étape, mais en deux étapes. On va faire les deux parties du répartiteur que l'on va venir ensuite souder. Et au niveau du cordon de soudure, on a des propriétés mécaniques plus faibles, notamment en ce qui concerne l'élongation à la rupture, plus que le module. Du coup, on a une contrainte à la rupture plus faible et on a cherché à comprendre d'où venait cette contrainte plus faible à la rupture dans la zone soudée. Pour cela, on a montré que la microtomographie à rayons X était une bonne technique. C'est une technique qui permet de faire donc une série de radiographies X du matériau en volume, c'est non destructif. Et comme on va faire environ 2000 images sur une épaisseur d'1 millimètre, on peut reconstruire une sorte de radiographie à 3 dimensions de notre échantillon. Et on voit ici dans cet exemple la zone soudée. Donc on peut voir dans la zone soudée l'apparition de cavités, mais aussi la réorientation des fibres dans cette zone soudée. Et donc, on peut ensuite caractériser donc, la réorientation des fibres que l'on voit ici dans cette petite vidéo. Et on peut la caractériser. On peut également caractériser la proportion des fibres dans la zone soudée. On voit qu'on a des fibres qui arrivent dans la zone soudée lors de l'opération de soudure. Et on peut caractériser la proportion de cavités dont on voit qu'elle est largement plus importante dans la zone soudée qu'à l'extérieur de cette zone soudée. Et ensuite, on peut corréler donc, tous ces éléments microstructuraux qu'on a déterminés quantitativement de façon fine aux propriétés mécaniques pour essayer de déterminer des mécanismes d'endommagement ou de rupture. Et je crois que je m'arrête là. Et je passe la parole à Antoine pour la dernière partie de ce séminaire. Merci. Ok, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le deuxième speech de ce webinaire qui concerne l'impression 3D de matériaux composites avec quelques descriptions concernant la logique qu'il faut avoir concernant ou les hypothèses que l'on peut imaginer pour développer les matériaux de demain grâce à ces nouveaux procédés. Donc, plutôt fabriquer ce qu'on imagine plutôt que d'imaginer ce qui va être possible de fabriquer. Donc, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Alors, pourquoi se pencher vers l'impression 3D finalement? Alors, dans un premier temps, si je regarde les opportunités scientifiques et techniques, le premier point, on va dire favorable et qui ouvre un paquet d'opportunités, c'est le contrôle de la microstructure et la possibilité, en fait, de contrôler les propriétés locales. Donc, si on regarde sur la figure à gauche, donc on va avoir matériau B, matériau A. Donc, on est sur une distribution tout à fait, on va dire, assez conventionnelle. On peut avoir, grâce à la fabrication additive, la possibilité de passer graduellement d'un matériau A à un matériau B en changeant de type de matériau pendant l'impression. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait original et qui était assez compliqué de faire auparavant. Si je regarde également sur la figure sur la droite, on est sur la logique d'empilement de stratifié, on va dire conventionnel, dans lequel on va avoir dans le plan de stratification une rigidité qui est constante, d'accord, puisqu'on a un pli qui définit la rigidité équivalente. Bon. Avec la fabrication additive, on change de façon d'imaginer ou de concevoir. C'est que si je veux faire, par exemple, des variations de rigidité dans le plan, eh ben, je vais pouvoir, sur la droite, proposer des distributions d'orientation de manière locale et à ce moment-là, proposer des matériaux qui disposent de ces propriétés originales. Donc, ça laisse une liberté de design qui est assez importante. Autre point, la possibilité d'aller sur des géométries complexes. Alors là, la petite vidéo qui tourne, c'est de quelle manière on vient développer des panneaux sandwich, par exemple, dans lesquels on vient faire les peaux, on vient faire la structure cellulaire, et puis on va refaire une peau par-dessus. Alors, c'est juste un exemple, hein, mais ça montre clairement qu'on peut redéfinir finalement les structures cellulaires. Puisque là, moi, la cellule, je la dessine simplement
par rapport à ma conception et mes outils de conception. C'est-à-dire mes outils de conception peuvent s'arrêter par exemple sur des moyens d'optimisation topologique qui vont me donner le bon format de cellule, le bon type de cellule, le bon motif, et je vais pouvoir derrière l'imprimer. Donc on ouvre carrément le champ des possibles en termes de design et en termes de fabrication derrière pour les matériaux de demain. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Ça réduit également les défauts que l'on peut avoir sur les méthodes soustractives. Alors, le problème des composites, c'est les perçages que l'on peut faire. Hein. Ici, deux exemples. Hein. Donc, un exemple qui vient de la JAXA, dans lequel on a cette problématique de défaut. Alors, ici, ce que l'on vient faire, plutôt que de percer le matériau, on va venir draper autour de ce cercle-là, de cette zone circulaire, et on va réduire les concentrations de déformation et à ce moment-là, réduire la possibilité de faire des défauts. On peut le voir ici sur la figure à droite, dans laquelle l'idée même de la fabrication additive, qui est de déposer là où on veut, comme on veut, avec les épaisseurs que l'on veut, nous permettent de proposer d'autres types de matériaux. En troisième point, on peut également intégrer des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que je peux imaginer proposer à la fois une combinaison entre la géométrie et puis la fonction même du matériau. C'est-à-dire que si mon matériau est conducteur, je vais pouvoir imaginer proposer demain des moules qui puissent être thermoélectriquement actifs et puis permettre d'avoir des moules actifs. Alors, en termes d'opportunités économiques, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, le fait de partir sur la fabrication additive, on est sur une réduction de la quantité de matière, puisqu'on met la matière exactement là où il le faut. Et puis, on réduit la production de déchets. Donc, on peut voir cette opportunité-là de manière duale, à savoir économique, mais également écologique. On réduit aussi le nombre d'étapes concernant l'étape de conception. C'est-à-dire que si je regarde le processus traditionnel de conception, je conçois mon produit, ensuite je dois faire les outillages, je dois mettre au point le process, je fabrique, je teste, etc., etc. Ici, avec le processus additif, je vais concevoir mon produit, d'accord. J'aurai la liberté d'utiliser des outils de conception beaucoup plus pointus d'ailleurs. Et puis avec la fabrication additive, je vais avoir directement la réponse finalement physique de ma phase de conception. Et à ce moment-là, les allers-retours, les itérations sont beaucoup plus rapides. Et donc du coup, ça change complètement la donne sur les phases de conception. Donc là, c'est si on part du principe que ce soit un avantage en termes de prototypage. Mais la fabrication additive ou l'impression 3D des composites va même plus loin maintenant que le simple prototype. Alors, on revient en arrière si ça veut bien. Voilà. Autre point en termes d'opportunités économiques et écologiques, ça permet une production locale. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine souplesse en termes de process, puisqu'on peut aussi utiliser des matières beaucoup plus locales. On peut flexibiliser en fait la chaîne de production. Je vous ai mis ici quelques exemples de produits qui sont faits à partir de matériaux composites à renfort continu pour la plupart. Donc pour vous montrer la complexité de forme que l'on peut atteindre et puis la taille. Donc ici c'est un bateau qui a été fait et qui est fait en polyamide vert. Voilà, ici c'est un bateau qui a été fait en polymère pur. Donc les tailles sont quand même assez importantes, plusieurs mètres de long. Ici c'est pour vous montrer les formes complexes dans lesquelles aussi on peut utiliser différents types de matériaux avec des rigidités, des gammes de rigidité extrêmement importantes. Bon là des casques, etc. Ici ça c'est un concept de Michelin qui est déjà sorti il y a 2-3 ans. Donc dans lequel on est sur une logique différente, c'est-à-dire on a les propriétés de la matière, donc on va dire les éléments qui sont dedans, et on a les propriétés de la structure qui sont composées de la matière et de l'ensemble des cellules. Et donc là, c'est une nouvelle façon de concevoir également. Et puis les drones qui sont extrêmement friands de cette fabrication additive. Donc si je décris un petit peu le processus de fabrication additive, c'est quand même un point qui est assez original. C'est quoi? Donc on parle de méthode de fabrication par ajout de matière. Donc là, c'est quand même déjà quelque chose qui est complètement différent à la façon de réfléchir. Et puis surtout, on part d'un objet, on va dire, numérique, d'un modèle numérique pour aller à un objet physique. Donc, ce qui veut dire que dans la chaîne, on commence par un modèle CAO. La première étape, c'est le modèle CAO, modèle 3D. Ensuite, on va avoir une conversion dans différents types de fichiers pour ensuite communiquer avec l'imprimante pour pouvoir faire la pièce. Alors, on va détailler un petit peu ça ensemble. Donc, dans un premier temps, le modèle 3D se fait soit par des logiciels de CAO, CATIA, SolidWorks, etc., soit par des techniques de digitalisation qui permettent de récupérer
des formes. Et donc là, on parle de scanners 3D qui peuvent permettre de convertir finalement l'objet physique en objet numérique. Donc ça, ce sont des outils typiques du bureau d'études. Mais on peut aussi avoir des bases de données communautaires, ce qui est quand même assez nouveau aussi dans la logique de la fabrication additive, cet espace communautaire et open source, avec des sites comme Thingiverse, Scrap 4D, 4, pardon, qui permettent pour des pièces relativement courantes de les récupérer et puis directement ensuite de les imprimer. Le fichier STL, c'est quoi? C'est que l'on va convertir finalement cette CAO-là en un fichier qui soit directement récupérable par un logiciel de découpe. Alors, on verra ça juste après. Donc, ici, ce fichier STL, ça va encoder l'ensemble des informations du modèle 3D. Alors, je vous montre ici de manière très, très schématique. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes de petits triangles qui vont permettre de schématiquement reprendre la géométrie de notre produit. Maintenant, une fois qu'on a ça, si j'envoie ça directement à l'imprimante, elle va être incapable de savoir de quelle manière il faut gérer les trajectoires. Et là, il faut passer par un logiciel de tranchage qu'on appelle slicing, typiquement, hein, et qui va permettre finalement de créer des couches 2D. Alors là, on le voit un petit peu, hein, ce qui fait que on va additionner des couches les unes sur les autres, et il va falloir être capable de piloter les trajectoires dans le plan et puis potentiellement hors plan pour définir un cadre qu'on va appeler un fichier G-code et qui va être finalement l'ensemble des ordres que l'on va lancer à l'imprimante. Et l'imprimante ensuite va pouvoir piloter à la fois ses trajectoires, la température, etc., etc. Donc voilà globalement les 3 étapes extrêmement importantes qui nécessitent quelques compétences pour pouvoir imprimer en 3D, que ce soit un polymère, un métal, un composite, ce qu'on veut. Alors, si je regarde un petit peu sur ce qui existe aujourd'hui sur l'impression 3D de matériaux composites. Alors, je vais être direct avec vous, je me focalise sur l'impression de renforts dits continus. Parce qu'aujourd'hui, on peut imprimer des filaments avec des particules, avec des fibres courtes qui atteignent des niveaux de performance qui sont modérés. Et si on veut grimper en termes de performance, on peut imprimer des renforts continus. Donc, de 2 types de manières. Soit on a un système d'impression dans lequel on va avoir une buse, donc un moyen d'imprimer simplement du polymère pur, et puis on va avoir une autre buse qui va déposer la fibre seule. Et on va avoir cette possibilité de pouvoir imprimer de manière in situ, à faire le mélange à façon, et ainsi de pouvoir ajuster le taux de fibre à façon. Et ça, c'est aussi une nouveauté. C'est-à-dire que localement, on peut faire varier le taux de fibre. Et ça, aujourd'hui, avec des techniques de thermocompression ou d'infusion, c'est extrêmement, extrêmement compliqué de pouvoir imaginer ça. Le revers de la médaille, c'est que le taux de porosité est assez complexe à maîtriser. C'est-à-dire qu'on a des taux de porosité qui sont relativement élevés lorsqu'on fait l'imprégnation in situ. Et puis, le contrôle des trajectoires est relativement complexe puisque il faut faire le mélange. Et ça, c'est pas ça. On peut imaginer aussi la pré-imprégnation, c'est-à-dire que je vais utiliser directement des filaments qui sont dits pré-imprégnés, à la fois comportant la matrice et le polymère. Je fais une petite parenthèse. On parle très souvent, très très souvent, de polymères thermoplastiques. L'impression 3D aujourd'hui se focalise en énorme majorité sur les polymères thermoplastiques. Donc l'avantage de la pré-imprégnation, c'est la qualité d'imprégnation, d'accord, et la qualité d'impression, pardon, notamment par rapport à ce qu'on pouvait faire in situ. La grosse difficulté, ça va être d'ajuster le taux de fibre, parce que ça, on ne pourra pas le faire, puisqu'il va être conditionné par le filament, hein, et la possibilité de disposer peut-être de moins de paramètres process par rapport aux paramètres in situ. Mais je vous rassure, il y a déjà un paquet de paramètres process qui permettent d'imaginer, designer des matériaux et de fabriquer des matériaux de manière extrêmement originale par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et puis en termes de disponibilité coût-matière, parce que le coût des filaments, c'est un enjeu majeur, parce qu'aujourd'hui, les filaments coûtent extrêmement cher par rapport au coût de la matière. Alors, si je jette un coup d'œil sur les niveaux de performance, c'est évidemment ce qui nous intéresse, regardez un petit peu aujourd'hui où on en est. Alors, je vous présente un premier graphique avec le module d'élasticité en fonction de la fraction volumique de renfort, puisque c'est ça qui conditionne les propriétés mécaniques, hein.
Donc en rouge, ici, on a les propriétés de la matrice seule. En noir, on a les propriétés de composites thermoplastiques avec des renforts carbone. Donc on le voit en fonction de différentes fractions volumiques de renforts. En jaune, le vert. En bleu, ici, c'est Kevlar. Et puis en rose, c'est le composite à renfort continu de carbone, mais fait de manière conventionnelle. Thermocompression, infusion, RTM. Et ce qu'on voit, logiquement, les propriétés du carbone, que ce soit sur le module ou sur la résistance à la rupture, eh ben, le carbone est au-dessus des autres fibres, ça, il n'y a pas de souci. Mais si je me focalise vraiment sur l'effet du process, à savoir le carbone continu imprimé versus le carbone continu, disons thermocomprimé, RTM, etc., etc., on voit qu'on est un peu en dessous en termes de rigidité, on voit qu'on est un peu en dessous aussi en termes de contrainte à la rupture, même s'il y a un peu de chevauchement. Donc, le fait qu'on ait des propriétés un peu plus faibles avec l'impression s'explique de plusieurs manières. Un, parce que très souvent, on est limité par le taux de fibre. Là, je vous ai pas forcément mis, mais on peut monter encore plus haut sur les procédés conventionnels parce qu'on peut appliquer une pression qui est forte en fait. Et l'impression est limitée par le fait que la pression qui est appliquée derrière est relativement faible. On est aussi limité par le fait que on est sur la plupart du temps aujourd'hui, on utilise des machines dites sur étagère. Et ces machines-là ont une possibilité assez limitée en termes de paramètres ouverts et une possibilité assez limitée aussi de passer les matières que l'on souhaite. Donc ça, c'est un point assez important. J'ouvre malgré tout cette slide-là avec une réflexion qui est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut absolument comparer les niveaux de performance par rapport au conventionnel. Bon, très bien, c'est un fait. Mais vu que le gros avantage de la fabrication additive, c'est de pouvoir proposer des géométries extrêmement complexes et surtout des géométries qui sont liées avec des schémas d'optimisation prédéfinis, est-ce que la performance intrinsèque de la matière, est-ce que c'est ça la finalité? Eh ben moi je me pose la question, c'est pas forcément ça. Je pense que c'est la combinaison de la performance et de la géométrie qu'on est capable de faire. Alors, si je résume un peu les compétences de l'Institut Carnot sur ces points-là, dans un premier temps, ces compétences sont en lien avec l'étape de conception et d'optimisation, avec ce qu'on appelle virtual prototyping, c'est-à-dire les outils de simulation et de modélisation des process et puis des propriétés que l'on pourra récupérer. Mais c'est aussi les étapes d'optimisation topologique et paramétrique, c'est-à-dire de quelle manière, ou mathématiquement, en utilisant des algorithmes type réseau de neurones ou type machine learning, de quelle manière on vient déposer la matière pour pouvoir coller au mieux par rapport au cahier des charges prédéfini. Donc ça, c'est un point original et qui convient bien avec la fabrication additive. En deuxième point, on parle de la fabrication. C'est-à-dire qu'au sein de l'Institut Carnot et précisément aussi au niveau de l'IRDL et de sa plateforme technologique, on est capable de produire des filaments à façon. Et je vous disais que c'était un verrou juste avant. Donc ces filaments-là, que ce soit des filaments à renfort continu, discontinu, avec des polymères techniques, c'est-à-dire des polymères qui montent très haut en température ou des polymères, on va dire, plus conventionnels, que ce soit des polymères bio, etc., on a ces capacités-là donc pour répondre aux cahiers des charges et aux demandes de la part de l'industrie. En termes d'impression, on dispose d'une large gamme d'imprimantes en termes de taille et en termes de type d'imprimante, de technologie d'impression. Ça, voilà, on en a fait. Et puis, vu qu'on parle de modification ou de production de filaments à façon, et je vous disais que la plupart des imprimantes sont fermées à l'heure actuelle, on est capable aussi de modifier les imprimantes pour pouvoir passer les matériaux que l'on produit. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée, puisque ça permet d'aller beaucoup plus loin sur l'innovation, avec la possibilité de passer des composites techniques, des composites bio avec des renforts discontinus ou continus. Et puis en termes de caractérisation, on se focalise sur les caractérisations qui sont multi-échelles, donc à différentes échelles, de la fibre jusqu'au pli, enfin jusqu'au stratifié en passant par le pli, etc. Et puis ce sont aussi des caractérisations multiphysiques qui intègrent les problématiques de couplage, thermomécanique, thermo-hygromécanique, photothermomécanique, etc., etc. Donc je vais terminer par l'exemple d'un projet que l'on a sur ces problématiques d'impression 3D et de composite. C'est un projet que l'on a avec l'IRDL, le groupe de recherche qui est dédié à
à l'innovation biomimétique pour le développement de composites, pardon. L'Agence spatiale européenne, l'IRT Saint-Exupéry, l'Université de Bristol et puis le PIM. L'idée, c'est quoi? C'est de développer les structures intelligentes pour des futures stations lunaires potentiellement, à partir de ressources lunaires, pour permettre de faire des systèmes de trackers solaires, donc des panneaux solaires qui, comme les tournesols, s'orientent face au soleil, et de manière autonome, c'est-à-dire sans électricité, sans rien. Simplement en architecturant le matériau et en utilisant le chargement environnemental lunaire sur les grandes variations de température. Donc, il y a une partie de formulation des filaments, d'impression, de caractérisation multiphysique, et puis de conception et d'optimisation. Et par là, on produit nos propres composites. Donc, on voit un peu les types de matériaux. Ici, on est sur un polyamide de carbone dans lequel on est capable d'atteindre des taux de porosité de l'ordre de 1 à 2%, sans avoir d'étape de post-consolidation. Ça, c'est important. Et puis, voilà, je vais terminer là-dessus. Et puis, je vous remercie. Voilà. J'invite effectivement nos intervenants à rejoindre cette session. Et merci aux orateurs et merci pour votre participation et vos questions. Donc, on va essayer d'y répondre dans cette nouvelle session. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines questions pour lesquelles des réponses ont été apportées en direct dans le chat. Donc, peut-être on va remonter sur les dernières questions qui ont été posées. Alors, il y a eu des questions, je pense, à Michel sur la capacité à imprimer des fibres pures en impression 3D. Alors là, je crois qu'il y a une réponse qui a été apportée, il me semble, mais a priori, il n'y a pas d'impression directe de fibres pures. Il y a toujours une matrice qui est présente et c'est la matrice en fait qui va fondre, pas forcément les fibres, à part effectivement sur des solutions dites de comêlés sur lesquelles on va apporter en fait le thermoplastique sous forme de fibres, ce qui peut être des solutions qui sont envisagées à la marge par certains fabricants aujourd'hui. Effectivement, la plupart du temps, c'est bien la matrice qui est présente et qui va fondre. Yves, il y avait une question de monsieur Lionel Demoulin. Je pense que la première, là, sur les problématiques de tolérance, alors je ne sais pas si Antoine ou toi, Yves, vous pouvez donner Antoine a apporté un début de réponse. Alors, pour vous dire en FDM, effectivement, les tolérances obtenues sur des machines professionnelles stabilisées en température, c'est de l'ordre du dixième de millimètre, ce qui est à peu près les tolérances connues en fait par des technologies d'usinage ou autres. Donc, on est très proche des technologies soustractives classiques. Alors, il y avait une question de notre collègue Laurent Guillaumat sur des problématiques de structure de grande taille. Voilà. Peut-être laisser Antoine répondre. J'ai apporté des éléments de réponse à Laurent. Alors, globalement, est-ce qu'on peut envisager l'impression de grande taille? Alors, moi, je réponds par une question. Qu'est-ce qu'il entend par grande taille, Laurent? D'une part, et puis d'autre part, c'est un vrai verrou à l'heure actuelle, puisque la plupart des imprimantes, en tout cas sur les composites à rapport continu, sont de taille plutôt moyenne, on va dire format à 3 au max. Il y a quelques constructeurs qui s'y mettent, qui permettent, avec des outils, on va dire, un petit peu plus développés, pas mal avec des bras robotisés, qui permettent d'obtenir des volumes un peu plus importants. Et ça amène à la deuxième question qui concerne les problématiques on va les appeler interdiffusion entre les couches liées à la problématique de gestion de la température. Oui, c'est un verrou également. Comment gérer la température et la maîtrise des interfaces entre couches? Ça se fait par, globalement, l'apport d'enceintes. Et ça, ce sont des travaux qui se font à l'heure actuelle pour mettre au point les process.
Alors, ouais, Yves, il me semblait il y avait une question, j'avais repéré une question de monsieur Rengoat, c'est ça, sur les aspects ratio entre gain de masse et solutions composites classiques à iso performance. Alors ça, c'est peut-être une question un peu d'ordre général. Ce type d'étude, c'est peut-être un peu délicat si on ne compare pas à quelle propriété mécanique cible. Oui. Oui, tout à fait. C'est les fonctions, effectivement, qui vont dicter les gains de masse potentiels, et sinon les densités respectives, effectivement, des matériaux. Mais c'est difficile de répondre, effectivement, Il y a de peut-être un manière. point qu'on peut rajouter par rapport à ça. Moi, j'évoque juste ça par rapport à une fabrication additive, c'est que cette fabrication additive permet de placer la matière là où on veut, et donc du coup de mettre moins de matière. Et donc du coup, ça nous amène à repenser la conception. Donc, avoir une réponse en disant c'est mieux, c'est moins bien, c'est très difficile. Par contre, on repense complètement la façon de concevoir. Il faut voir qu'on n'est en général pas dans les mêmes taux de fibres non plus. Quand on fait du composite classique, entre guillemets, on est rarement au même prix que là, ce qu'on essaye de faire avec les hautes performances. Mais après, en termes de densité, il me semble que le PAEK est pas beaucoup plus dense que d'autres polymères. Donc, je pense qu'on peut gagner quand même en masse. Le référentiel automobile par rapport à de l'aluminium, le gain de masse attendu par le composite, thermoplastique ou pas d'ailleurs, mais c'est en gros 50% par rapport à de l'aluminium sur des pièces isofonctions. Donc ça donne des ordres de grandeur. Il y a une question qui parle justement aussi de l'impression, de la dépose en 3D. Donc là, on peut y répondre conjointement avec Yves. Voilà. Yves, tu veux répondre sur ce point-là ou j'ai déjà mis quelques éléments, mais comme tu veux. Oui, on peut compléter effectivement les logiciels effectivement dont tu parlais, Antoine, sont plutôt des logiciels de stratification à plat. Hein. Voilà, des G-codes qui te donnent des G-codes effectivement assez classiques. Maintenant, effectivement, on a pour des solutions un petit peu plus performantes des capacités à faire on va appeler ça du 3D dynamique ou du vrai 3D, qui est de la capacité effectivement à imprimer dans l'espace selon des trajectoires vraiment en 3D. Alors ça demande des reconceptions effectivement assez poussées en termes de CAO et de reconception des trajectoires, mais c'est tout à fait possible, et même sur des machines cartésiennes. Hein. On n'est pas forcément que sur des solutions robotisées, mais cette partie de contrôle-commande peut se faire aussi sur des machines classiques. Lionel avait une question sur les tolérances dimensionnelles en impression 3D. Voilà, c'est ça. Sur la SLS? Oui, c'est ça. C'était le 10e en FDM. Je crois que le 10e de millimètre, en dessous, on est forcément en dessous. On est aux alentours de 10-15 microns, mais la réponse est assez difficile à apporter puisque ça dépend du prix de la machine aussi, quoi. Donc, sur les machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, forcément que la tolérance descend à des seuils qui sont extrêmement fins. Si on est sur de l'entrée de gamme, on va arriver à, disons, on sera en dessous du 10e de millimètre. Mais la réponse, c'est la même pour la FDM, ça dépend de la machine sur laquelle vous vous basez, quoi. Il y avait des questions. Oui, je sais pas, sur les aspects recyclage. Il me semble qu'il y avait un aspect, une question sur les aspects recyclage. Si on prend les dernières questions, il y a une question sur l'enzymage spécifique des fibres en fonction des thermoplastiques. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable. Et pareil, Yves, t'hésites surtout pas. Hein,
à compléter, c'est du design d'interface qui peut se faire suivant la fonction qui est visée, soit maximiser les interactions physico-chimiques à l'interface cellulaire-matrice, soit les réduire, parce que ça dépend ce qu'on vise en fait. Donc ça, c'est un travail à part entière qui est faisable. Oui, et qui est d'ailleurs fait, je pense, la plupart du temps. C'est pas toujours facile d'ailleurs d'avoir des informations du fournisseur de fibres sur quel type d'enzymage il pratique et comment il le fait. Mais les enzymages pour les polymères classiques existent, ils sont déjà designés et effectivement, tout à fait, on peut les acheter sur étagère aujourd'hui, donc que ce soit encore une fois les polymères PIC-PEC, polyamide, voilà, polyester, tous ces enzymages existent, fibre de verre, fibre de carbone. Effectivement, il y a des enzymages, des fois sur des polymères un peu exotiques, pour lesquels il y a encore des travaux plutôt de R&D à envisager. Alors, il y a une question sur le partage de la présentation. Oui, bien sûr, on va vous envoyer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Il y avait une question sur l'épaisseur mini, mais je ne suis pas sûr de l'avoir comprise. Si on parle des les tapes thermoplastiques font de l'ordre de 200 microns, et après, on en empile tant qu'on veut, mais je ne sais pas si c'est bien ça la question. Question de Monsieur Fézard. Je ne sais pas si Yves, tu la comprends mieux que moi. Non, pas forcément mieux. Pour moi, les tapes haute performance font de l'ordre de la centaine de microns, et après, on en empile pour faire une pièce millimétrique. Tout à fait. Alors, si les enzymages, une question de Lionel qui est posée sur les enzymages pour revenir, si les enzymages classiques tiennent à des températures de mise en œuvre des thermoplastiques haute performance, oui, bien sûr, oui, ils sont développés pour cela. Donc, même à des températures, si on parle de température de mise en forme des PIC-PEC, effectivement, on n'est pas loin de 400 degrés, mais les enzymages sont faits pour tenir à ces températures. Il y a une autre question de Laurent qui pose toujours des questions qui vont bien. Comment peut-on contrôler le taux de cristallinité en impression 3D? Yves, c'est pour toi. Pour moi, merci. Donc, vaste débat. Ah oui. C'est un gros débat. Et au-delà du taux de cristallinité, c'est la vitesse à laquelle la cristallisation va apparaître. Et localement, effectivement, oui, là, c'est un gros débat. Donc, effectivement, le meilleur contrôle des températures de bus, des températures d'enceinte, de la répartition de la chaleur dans des enceintes et surtout dans des enceintes de grande taille, vraie question de technique. Oui, et puis un contrôle, un paramétrage peut-être astucieux à prévoir sur la manière de venir déposer de la matière au bon endroit pour respecter la thermique. Ça, ce sont des vrais challenges sur lesquels certains travaillent. Effectivement, oui, la thermique pour le contrôle de la cristallinité, c'est un gros travail pour l'impression 3D. Et si je peux me permettre, Yves, c'est vrai que contrôler la thermique, et à partir de la thermique, et en couplant ça avec des modèles de cristallisation associés aux polymères, c'est l'objectif, c'est de prédire le taux de cristallinité local en fonction de la simulation thermique. Il y a un autre point qui concerne les composites amorphes et les recuits. Alors c'est vrai, ce sont des choses qui ont été faites. La sélection du polymère via des polymères amorphes peut être impertinente, mais pas dans tous les cas. D'où l'intérêt de ce que disent les collègues aussi sur la compréhension des mécanismes de cristallisation. Et puis la notion de recuit. Alors quand j'entends recuit, et ensuite il y a consolidation post-consolidation. C'est rajouter une étape derrière l'impression. Ça, c'est aussi en cours d'investigation, tout en sachant que le Graal, c'est évidemment d'avoir un process one-shot qui permette de faire la pièce directement. Mais en effet, il y a des travaux qui sont faits sur de quelle manière on peut, conserver la géométrie qui est complexe, qui a été fait par l'impression, et deux, potentiellement réduire le taux de porosité. Alors, il faut savoir que les machines évoluent. Sur certaines machines sur étagère dans lesquelles on a un contrôle qui est encore relativement moyen,
on a des taux de porosité qui sont assez élevés, de l'ordre d'une dizaine de pourcents, ce qui est trop important pour pas mal d'applications. Maintenant, on est aussi capable de mettre des machines en place, au point, qui nous permettent, sans post-consolidation, d'arriver à des taux de porosité de l'ordre de 2%. Donc, on voit bien que la tendance est vraiment, on va dire, très encourageante. Si je peux rajouter quelque chose sur les procédés de placement de tape, la consolidation in situ est aussi un Graal que les gens cherchent à atteindre aujourd'hui, qui pour l'instant n'est pas facilement atteignable. Et donc, il y a effectivement une consolidation a posteriori après le placement des tapes pour l'instant. Alors, une question sur le recyclage, effectivement, sur la séparation des composants. J'imagine fibre et matrice. Effectivement, il y a certains processus plutôt par des voies solvants ou des voies thermiques qui proposent effectivement cette séparation de la fibre et de la matrice, en tout cas pour la récupération des fibres. Et puis d'autres processus, notamment les processus peut-être les plus simples par des voies mécaniques. Eux sont des processus plutôt de broyage qui ne séparent pas les composants, mais dû à la capacité, encore une fois, de reformulation de la matrice thermoplastique et la capacité de mise en œuvre, vont pouvoir être réutilisés peut-être avec des performances moindres parce que les fibres vont avoir diminué de taille, mais en tout cas, voilà, des processus sur lesquels on ne sépare pas. Donc, il y a effectivement plusieurs processus de recyclage qui existent. Alors, il y a une question à propos des dimensions de tape. Bonjour, pour les tapes, justement, de quelle largeur parle-t-on? Alors, les tapes classiques qu'on va utiliser dans des solutions robotisées sont ce qu'on appelle du quart de pouce, donc 6,35 mm. Ça, c'est simplement pour de la standardisation de process, mais comme vous manipulez autant de bandes que vous le souhaitez, vous pouvez effectivement traiter des pièces de très grande largeur en une seule passe, en plusieurs passes, mais voilà, le standard aujourd'hui tourne autour du pouce, quart de pouce, demi-pouce, voilà, jusqu'au pouce et demi. Le standard le plus utilisé étant le quart de pouce. Ah, les finitions en impression 3D. Allez, Antoine. Yes, j'étais en train de répondre justement. Suivant le degré d'exigence, si le degré d'exigence est vraiment esthétique, bah oui, il y a une étape supplémentaire qui peut se faire de différentes façons, par une peinture, par des vapeurs de solvant, etc. Sinon, il y a aussi des subterfuges qui sont utilisés avec l'effet ironing, c'est un effet de lissage, fer à repasser via l'utilisation de buses particulières et de paramètres de procédés qui permettent d'aplatir un petit peu plus et d'éviter les effets de filaments conjoints les uns à côté des autres. Donc, il y a des paramètres process qui permettent d'améliorer l'effet de finition. Mais si on veut un effet, je veux dire, miroir comme ça, ce sera très difficilement faisable en impression 3D. En tout cas, des poses de fil fondues. Il y a quelque chose sur la réparation des pièces? Oui, vas-y Guillaume. Sur le recyclage. Il y a aussi ces aspects sur recyclage complet. Existe-t-il des procédés de réparation de pièces? Guillaume, est-ce que tu veux dire deux mots là-dessus? L'avantage des thermoplastiques, c'est qu'on peut réaliser des opérations de soudage, donc soit de soudage direct, soit par ajout de matière. Je ne sais pas si Yves peut en dire plus, mais techniquement, c'est à ça que je pense, moi.
Oui, effectivement, hein, la soudabilité thermoplastique est vraiment un avantage. Donc, il y a des possibilités de réparation, bien sûr, sous conditions, hein, mais il y a de nombreux procédés aujourd'hui de soudage qui existent. Donc, c'est aussi effectivement une piste intéressante pour augmenter la durée de vie des pièces avant de penser déchets et recyclage. Existe-t-il des exemples de produits finis sur le marché fabriqués par impression 3D fibre continue? On a vu des choses sur des vélos, on a vu pas mal de pièces. Il faut savoir que ce sont des procédés très, très récents, hein, effectivement, et qui cherchent aujourd'hui leur place dans le monde industriel ou dans la pièce de sport ou autre. Aujourd'hui, oui, il y a on est plutôt sur des parties sportives, morceaux de carrosserie, pédales de vélo, freins. Ouais. On est sur cette typologie de pièces. Je ne sais pas si Antoine t'en voit d'autres. Bah, pour moi, c'est des prototypes, c'est des démonstrateurs qui existent. Puisqu'on est, il y a encore une demande de preuves concernant les propriétés, etc. On voit bien que la plupart des gros industriels s'équipent et comment dire, ils se rapprochent des laboratoires pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. C'est vrai dans tous les domaines en fait. Mais on en est là. Hein. On n'est pas là à acheter un vélo à Decathlon qui a été fait en impression 3D. Adrien complété ma réponse sur le fait qu'il existait des standards même en dessous du quart de pouce, peut descendre jusqu'à 3 mm. Voilà. Merci Adrien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je pense que vous en avez posé de nombreuses, donc j'espère les avoir toutes passées en revue. Oui, écoute, Yves, je trouve que va être midi. A priori, il y a une adresse mail aussi qui a été mise sur le chat. Si des questions nous sont adressées, on peut les récupérer par cette adresse mail apparemment, donc pas de problème. Quoi. Tout à fait, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, il va nous rester à vous remercier de votre présence, de votre assiduité. Merci aux collègues conférenciers animateurs. Et puis, écoutez, bonne journée à vous. Puis à très bientôt dans d'autres